Alors, chat. On voit que le partage d'écran arrive. Voilà. Et donc, la question, attendez, je vais appuyer que j'ai accès à... Est-ce qu'on entend le son? C'est ça la bonne question. C'est ça la question. Mais alors, attendez, je pense que vous allez... On a un tout petit écho. Je coupe ton micro. Le micro, il n'est pas branché là. Voilà, là c'est parti. C'est bon? Vous entendez? Oui, et c'est même un petit peu fort, donc vous pouvez mettre un petit peu. Je m'appelle Caroline Verza, je suis professeure à ESCP et mon collègue Emmanuel Zilberberg, mon écran. également professeur dans cette école. Et nous allons vous présenter une communication que nous avons élaborée avec 2 autres enseignants de l'école, dont le thème est la conversion potentielle des enseignants aux technologies de l'information et de la communication via le Covid. Pour commencer, nous allons vous expliquer dans quel contexte nous avons fait cette expérience de continuité pédagogique. Alors, il s'agit d'une business school internationale qui est triple accréditée, qui a à peu près 6000 étudiants, qui a beaucoup de programmes, le bachelor, le master, des masters spécialisés en grande quantité, une formation pour les managers en cours de carrière, une formation en ligne qui s'appelle EMIB et un MBA en ligne. La caractéristique, c'est que les frais de scolarité sont assez élevés dans cette école et il y a une gouvernance complexe avec la chambre de commerce et aussi plusieurs campus à l'international. Cette structure internationale a joué un rôle important dans la réponse qui a été apportée au Covid, dans la mesure où notre campus de Turin a été confronté dès le 23 février à une fermeture du jour au lendemain, ce qui nous a envoyé un signal très fort à l'ensemble des campus et a permis d'envisager une réponse avant même que le confinement ne soit imposé dans la plupart des autres pays. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a permis la bascule en ligne et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Alors on vous propose 2 cadres théoriques pour interpréter cette transformation. Un premier qui est l'Emergency Remote Teaching proposé par Hodge et ses collègues et qui nous suggère en fait qu'il y a une réponse possible qui est conjoncturelle, qui n'est pas de l'ordre d'une planification, d'un scénario pédagogique très élaboré, et qu'il faut l'évaluer en s'inspirant de 4 thèmes, qui sont le contexte, ce qui a contribué, donc l'input qui a contribué à cette transformation temporaire, cette adaptation, quel processus s'est passé, et on va l'étudier à partir des difficultés qui ont été vécues et des défis qui ont été perçus, et ce qui a été atteint en termes de résultats, et quel feedback peuvent en faire les apprenants, les profs, les équipes de support. Ça, c'est le premier cadre d'études de cette transformation. Mais peut-être on peut dire que cette vision est relativement péjorative en fait. Elle assimile finalement la réponse à une forme de bricolage et c'est pourquoi nous pensons qu'en fait un deuxième cadre devrait être envisagé. Effectivement, on peut penser que ce bricolage peut aussi être perçu comme positif et c'est ce qui se passe dans le cas des entrepreneurs. Là, on conceptualise l'innovation à partir de la capacité des individus à se saisir de moyens qu'ils ont à leur portée pour définir les buts qu'ils vont se donner et en engageant des nouveaux acteurs, permettre une certaine forme de transformation, d'organisation qui peut éventuellement être ensuite pérennisée et institutionnalisée si l'on se situe dans une organisation existante. Il y a un chercheur en sociologie qui conceptualise l'innovation comme un processus d'innovation ordinaire qui aurait 3 phases, une sorte d'improvisation, bricolage si on veut, puis ensuite appropriation grâce à l'enrôlement de nouveaux acteurs au sein de l'organisation, et dans une 3e phase, une possibilité d'institutionnalisation qui va assurer la pérennité des transformations. Alors pour étudier cela, nous avons mis en œuvre une certaine méthodologie. Alors la première phase a été de faire une enquête en ligne à l'issue du confinement. Donc un certain nombre de professeurs ont participé, on a posé 49 questions, en grande partie à choix multiples, mais un certain nombre ouvertes. Et il y avait 4 thèmes, la continuité de service, la pédagogie qui avait été mise en œuvre, l'appréciation de la logistique qui était à la disposition des enseignants et quelle prospective pour la rentrée. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette étude a été initiée par l'école à la demande de la doyenne du corps professoral, en s'appuyant sur une task force qui avait été créée.
dont nous avons fait partie. Oui, peut-être. Et à partir du mois de juin, nous avons donc dépouillé cette enquête avec une analyse statistique sur SPSS ainsi qu'une analyse thématique sur NVivo, que nous avons ensuite présentée à l'ensemble de la faculté. En septembre, après avoir fait tout ce travail, nous avons réinterprété l'histoire avec notre petit groupe d'enseignants qui avaient participé à l'enquête. Donc, ces résultats eh bien, tournent autour de 4 dimensions. Alors, ce sont d'abord des réussites, et une réussite qui a été perçue collectivement, mais cette réussite ne s'est pas faite sans difficulté, elles ont clairement émergé dans l'enquête. Et puis, nous nous sommes interrogés, nous avons interrogé les enseignants quant aux conséquences, en fait, et notamment sur la stratégie que nous allions déployer pour la rentrée. Et enfin, nous allons présenter l'interprétation de cette histoire qui ressort en fait de l'ensemble des points qui auront été traités. En termes de réussite, qu'est-ce qu'on peut dire? L'enquête révèle d'abord que les enseignants sont extrêmement contents d'avoir pu continuer. Ils ont joué le jeu. Clairement, 60% des profs ont eu un certain nombre d'heures de cours à assurer. Ils l'ont fait. Ils ont mis en œuvre des nouveaux moyens en mélangeant souvent le synchrone, l'asynchrone. Et ils ont le sentiment qu'ils ont atteint leurs objectifs pédagogiques. Voilà, 83% des profs estiment qu'ils ont atteint leurs objectifs. Deuxième réussite qui a été largement perçue dans l'enquête, il y a eu une petite équipe digitale qui est composée de 3 personnes et qui a été particulièrement aidante et soutenante pour les enseignants. 74% déclarent qu'ils ont été véritablement soutenus. Comment ça s'est passé en réalité ? Bien, cette petite équipe digitale a une démarche entrepreneuriale. Elle s'est auto-saisie de la crise, a décidé d'y répondre. Elle a conçu et administré de manière autonome un site d'accompagnement et des formations. Et elle a convaincu la direction d'effectuer des investissements immédiats. Par ailleurs, une deuxième démarche qui a été menée concerne un programme de l'école, le programme Bachelor, qui a mandaté un des enseignants qui était très proche de cette équipe pour proposer une réponse plus organisée sur l'ensemble du programme. C'est une approche qui était implicitement perçue comme un moyen de tester pour l'école, finalement, la possibilité de mettre en œuvre une telle démarche. Alors, troisième réussite perçue, il y a véritablement eu des nouvelles expérimentations, des nouvelles pratiques qu'on peut qualifier d'agiles, par exemple l'administration d'enquêtes en ligne, des reséquencements d'activités, par exemple des classes inversées, par exemple du travail de groupe organisé en ligne, etc., etc. Mais tout ça, c'était pour augmenter l'interaction, en fait. Ce n'était que des moyens pour rendre les étudiants plus actifs et en expérimentant de nouvelles formules, en personnalisant l'enseignement. Alors, ce qu'on voit dans la partie droite, c'est un site justement d'accompagnement où on proposait des solutions en fait aux enseignants pour mener à bien certains types de séquences, certaines pédagogies plus interactives, plus collaboratives. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'en fait tous ces outils, certes, étaient sous-exploités et peu connus auparavant, mais ils existaient. Ce qui veut dire qu'il y a véritablement eu utilisation de fonctionnalités qui étaient quasiment déjà là. Par contre, au niveau des difficultés vécues, la première qui saute aux yeux lorsqu'on regarde l'enquête, c'est que ça a généré une très grande surcharge de travail. 89% des enseignants disent avoir trop travaillé, et cela provient majoritairement de 4 choses. La reconception pédagogique, tout le travail de logistique et en particulier le paramétrage de la plateforme, le fait d'avoir à communiquer avec les étudiants en parallèle de tout ce qui passait à travers la plateforme, et notamment par mail, et puis le temps de formation lui-même. Deuxième grande difficulté, et là c'est un peu plus sous-jacent, il y a une forme de transformation du métier qui est perçue et plutôt sous l'angle d'une dégradation, c'est-à-dire que c'est au niveau des interactions, on peut dire qu'il y a au moins 60% des enseignants qui disent que les interactions ne sont pas du tout de la même qualité. Fondamentalement, ils disent qu'ils perdent le contact visuel, ils ne peuvent plus suivre ce qu'ils pensent être la compréhension des étudiants, ils ont l'impression qu'il y a une perte de sentiment social, il y a moins de spontanéité, de fluidité, ils ont l'impression d'avoir à expliquer, expliciter beaucoup plus, c'est beaucoup plus lent, plus laborieux, et puis ils ont ce sentiment d'être
de moins sentir la dynamique de classe, d'avoir moins de collaboration, moins de discussion entre les pairs. Oui, du coup, on pense que certains se sentent déstabilisés par ces changements qu'ils ont dû mettre en œuvre et qu'ils n'auraient sans doute pas mis en œuvre sans le Covid. Enfin, troisième difficulté vécue, le fait de la tricherie en fait, dans les examens en ligne qui a été particulièrement difficile à contourner. Plusieurs formats ont été pratiqués, comme le montre en fait le camembert. Les enseignants ont manifestement eu des difficultés à concevoir des examens nouveaux et ça leur a posé plein de questions. Les résultats, dans certains cas, sont anormalement élevés. Les examens à livre ouvert demandent de la reconception et en fait demandent un temps de correction qui est beaucoup plus important. De fait, les changements de format génèrent une sorte de coût de transaction assez élevé avec les étudiants. Les tests techniques sont importants, il y a des risques technologiques. Bref. Donc en fait, d'une part, il y a un besoin d'assistance technique qui n'existait pas jusque-là, mais au-delà de ce besoin, une des questions qui se posent, c'est qu'est-ce que l'on doit évaluer demain? Est-ce que l'on doit continuer à évaluer des connaissances ou une capacité à développer une pensée critique et comment fait-on pour l'évaluer? Enfin, il y a des difficultés qui sont clairement d'ordre technique. Je vais laisser Emmanuel commenter. En fait, on peut dire que l'institution n'était pas bien préparée à une évolution qu'a imposé le Covid en matière de nomadisme. Nous n'avions pas cette manière-là de travailler, ni les outils. Nous avons eu des difficultés avec les plateformes, surtout au début. Et puis, l'assistance qui a été apportée par cette toute petite équipe, si elle a été très appréciée, n'était pas suffisante. Des gens auraient souhaité être accompagnés individuellement. Or, c'était impossible avec le petit effectif dont nous disposions. Donc au final, en fait, cette enquête, elle a permis de voir comment les enseignants se projetaient pour la rentrée. Et donc, elle a occasionné des réponses à des scénarios qui étaient proposés. Et on se rend compte qu'en fait, les enseignants ne sont pas vraiment d'accord entre eux. Il n'y a pas de format dominant. Malgré tout, il y a une légère préférence pour tout ce qui se passe en présentiel, même en ayant une forme d'hybridation qui permet aussi d'avoir des étudiants à distance. Alors, c'est aussi ce que les étudiants préféraient. Et donc, du coup, la direction a conclu qu'il était possible de reconduire ce qui avait été réussi, notamment avec ce programme Bachelor, où dès le 2 mars, un enseignement hybride a été proposé parce qu'il y avait déjà des élèves malades, notamment italiens, qui ne pouvaient assister aux cours. Pour ces raisons, en fait, d'une part, satisfaction de toutes les parties prenantes, confiance de l'institution dans sa capacité finalement à reproduire ce qui avait été produit à petite échelle, et aussi parce qu'on pense que ça représentait des risques moindres par rapport à une offre en ligne, puisque ça n'impose pas forcément de reconcevoir totalement la pédagogie. C'est la direction vers laquelle on s'est orienté pour la rentrée 2020. Donc de proposer un enseignement mixte avec des étudiants sur site et puis des étudiants en ligne, les cours étant par ailleurs enregistrés. Donc maintenant, si l'on regarde un petit peu de plus loin ce qui a pu se passer, voilà l'interprétation que l'on peut donner de déroulement de l'histoire. Dans une institution de type business school ayant un fort enjeu financier du fait du poids des frais de scolarité pour assurer les revenus de l'école, lorsque survient le Covid, il faut absolument s'adapter. Il n'y a pas le choix. Et cela est heureusement possible parce qu'il existe une certaine communauté dans laquelle il y a 3 composantes qui, en fait, sont des déterminants de l'agilité. D'abord, il existe des outils qui sont disponibles et sur lesquels on peut s'appuyer, même si on ne les a pas tous déjà utilisés. D'autre part, il y a une communauté qui fonctionne un peu comme un clan et qui est suffisamment consciencieux pour vouloir s'adapter. Et d'autre part, il y a ce professeur geek et cette petite cellule digitale qui peut assurer en fait l'enrôlement des profs consciencieux pour aller tirer parti des fonctionnalités qui existent. C'est d'autant plus facile que le programme Bachelor, qui a permis de tester en première intention ces nouveautés, en fait, a autorisé, légitimé l'utilisation de ces nouvelles fonctionnalités. Et donc, il y a bien une boucle vertueuse qui permet la réussite. Et là, on a une enquête qui va permettre de faire le point sur ce qui s'est passé. Cette enquête, en fait, elle matérialise les solutions qui sont possibles, ce qui est positif, ce qui est négatif. Elle matérialise les problèmes. Et cette enquête, en fait, va permettre de sélectionner
ce que l'institution est capable de faire pour l'avenir. Dans une institution de type école de commerce, dans laquelle il y a une coordination pédagogique extrêmement complexe, assez opaque, et en même temps une culture gestionnaire, la sélection se fait plutôt sur les problématiques de type gestionnaire comme les droits d'auteur ou les achats de matériel, plutôt que sur les problématiques pédagogiques qui sont non pas forcément complètement oubliées, mais qui sont moins approfondies. Et du coup, la fin de l'histoire, c'est la sélection de cette problématique, de ces problématiques de gestion, grâce à la nomination, la création d'un nouveau poste, en fait, d'un doyen au learning, c'est-à-dire à l'apprentissage, qui va mettre en place une nouvelle task force qui va pouvoir débattre de ces questions prioritairement sur les droits d'auteur, le matériel, etc. Donc au final, on peut dire que l'institution, elle a bougé. On ne peut pas dire qu'elle a fait simplement une réponse temporaire comme le suggérait l'Emergency Remote Teaching, mais elle a plutôt conduit une évolution qui a procédé dans un premier temps par innovation ordinaire, par bricolage, puis dans un deuxième temps par institutionnalisation, matérialisée par le procès de cette fameuse enquête qui a donc servi à concrétiser les points qu'on pouvait adresser par rapport aux points qu'on ne pouvait pas, dans un premier temps, adresser. Oui, et ce doyen chargé de l'apprentissage a été mandaté explicitement pour résoudre à la fois les problèmes, les enjeux de gestion, quel mode de rémunération aujourd'hui pour les enseignants, notamment quand ils ne sont plus face à face, comment rémunérer le droit d'auteur, parce que les deux sont liés, et puis les enjeux pédagogiques qu'ont permis de découvrir en fait cette enquête en les rendant collectifs. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Merci, au revoir. Merci.